C'est parti! Salut à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR numéro 35. C'est la dernière de la saison. Et pour m'accompagner aujourd'hui, notre invité du jour, Mabrouk Rachdi. Comment tu vas, Mabrouk? Ça va et toi? Tranquillement? Toujours? Ouais, tranquille. Ravi d'être avec nous? Toujours. Ouais, on est ravi de t'accueillir ici à Urban Street Reporter. On t'a interviewé, d'ailleurs l'interview qui arrive très très bientôt, interview en 2 temps. Donc vous aurez toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Et avec toi donc du coup on va parler de notre premier sujet. Tu as écrit un livre, Le Petit Malik, il y a un peu moins de 10 ans. Tu nous le montres, Ibrahim. Précieux. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est un livre qui parle de la vie quotidienne en banlieue, et justement ça va être le thème de notre premier sujet. Est-ce qu'il y a encore de la mixité sociale en banlieue? C'est un peu une question philosophique. Comme dans les livres, parce que dans les livres il apparaît beaucoup quand même ce... C'est vrai, cet aspect-là. Mais on va en débattre autour de la table. Et en deuxième sujet, là je me tourne vers mon dérangeur, Ibrahimou, que je présente. On va parler de la communauté internationale. Déjà, est-ce que tu peux dire bonjour aux gens? Bonjour, excusez-moi. Parce que t'es un petit peu mal poli. Excusez-moi, c'est bonjour Zakaria, bonjour Mabou, bonjour Anas, bonjour salut Drito derrière. C'est parti. Donc tu disais, Ibrahim. Donc oui, donc on va parler de la communauté internationale. Donc moi je sais pas si vous savez c'est qui. Mais on entend souvent ça, mais on ne sait pas vraiment c'est qui. Donc autour de la table, l'idée c'est d'essayer d'identifier vraiment voilà, ce que c'est. En plus, on est en pleine période du G20, donc ça tombe en plein dans l'actualité. On va dire ça. Comme c'est la dernière, elle devait être là forcément, la directrice, Indayadi. Il a dit ça avec tellement de plaisir. Non, genre ça te fait pas plaisir? Bien sûr, je suis content. Je ne vais pas avoir de problème surtout. Se prosterner devant lui, c'est chagrin. Voilà, vous avez tout compris. On comprend pourquoi j'ai été invité ici. Comment tu vas? Ça va et toi? Tranquillement? Oui, ça va. Ouais, ça va, t'es bien apprêté. Comme d'hab. Ouais, comme d'hab, je sais pas, mais. Et Zakaria, notre tête pensante, qui a eu son bac. Bravo! Yeah. Félicitations! Ouais, Zakaria! Merci. Bonjour à tous. Centre de formation Urban Street Reporter. Il y a pas, nous on forme du lourd, hein. Pas de cancre chez nous. Voilà, donc pour l'équipe autour de la table, vous pouvez bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Alors, premier sujet, donc je me tourne vers toi, Mabrouk. Donc comme je l'ai dit au sommaire, tu as écrit un livre qui s'appelle Le Petit Malik, écrit en 2008. Oui, merci Ibrahim, c'est important de toujours montrer les choses. Déjà, ma première question, pourquoi la rédaction d'un tel bouquin? Alors c'est une histoire, une longue histoire. C'est que j'avais publié un premier roman en 2006 qui s'appelait Le poids d'une âme. Ce livre-là parlait en arrière-plan d'une émeute en fait dans les banlieues. Ce livre-là, je l'avais écrit avant les émeutes de 2005. Il est sorti en 2006 à une période où, ma foi, plusieurs livres parlaient de l'aspect un peu violent dans les banlieues, et donc je me suis trouvé quelque part dans un mouvement que je n'avais pas anticipé au moment où je l'écrivais. Et du coup, je me suis dit, en réaction à cela, je vais écrire le quotidien d'une bande de jeunes qui dans une banlieue, en fait, que je n'identifie jamais d'ailleurs, qui peut être n'importe laquelle. Et je me suis dit, je veux montrer ce que peut être une vie, entre guillemets, normale d'une bande de potes dans une banlieue. Ibrahim, toi qui as un peu lu le bouquin, ouais, déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai bien aimé. Je pense que quand on lit un livre, ou quand on regarde un film, on écoute quelque chose, l'objectif pour celui qui l'écrit, c'est que celui qui le regarde, qui le lit, s'identifie soit au personnage, soit au milieu. Et dans ce livre, en fait, c'est totalement ça. Comme moi, j'habite en banlieue, forcément. Le petit Malik, Mabrouk le décrit à différents moments de sa vie. Et quand il est petit, quand il est ado, jusqu'à ce qu'il ait 26 ans, il me semble. Et c'est bien parce qu'on s'identifie, on reconnaît des situations. Et c'est bien, quoi. Du coup, on accroche forcément. Et moi, ce que j'avais noté 3 adjectifs pour les décrire. J'avais mis vrai, objectif et drôle. Voilà. Ça date de 2015. Voilà. Donc, ils ne te connaissaient pas encore. Merci. Ils ne te connaissent toujours pas d'ailleurs. Ça a d'autant plus de valeur. Et au moins, il a rajouté un visage aux écrits.
Ouais. Exactement. Alors, Il semblerait d'ailleurs que cela était une caricature malgré moi. En fait, El Diablo, qui a fait ce petit dessin, m'a révélé après la publication qu'il s'était inspiré de mon grand nez. c'est pas très sympa ça. C'était pas très sympa. Pas très sympa. En fait, ça ressemble aux relations que vous Il avez est tous pelou les deux, quand en même, fait. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Les pelous, marrant, hein. Voilà, je l'ai pas très bien pris. Hein, mais Et ça, c'est censé être Ibrahim, c'est ça? Ouais, parce que lui, c'est le Renoir. Parce qu'il faut savoir que dans le livre, c'est 3 amis. Donc, il y a Malik, c'est un arabe, un musulman. Ensuite, il y a Abdou, qui est un Renoir, africain, et qui est chrétien. Et il y a Salomon, qui est juif. Voilà. Et c'est pour ça que c'était intéressant, cette notion de mixité sociale. Justement, parce que- merci Ibrahim. Tu fais très bien mes transitions. Franchement, là, tu m'as. Je te règle. Ouais, je l'ai lu aussi, moi. Oui, ah bah, qu'est-ce que t'en as pensé? je t'en souviens juste maintenant. Je l'ai lu. Il t'a marqué, bravo. Il y a eu une connexion neuronale qui s'est opérée. En fait, je l'ai lu cet été C'est avec ma Charles fille. qui Ouais. Donc, tous les étés, je prends un pote avec moi auteur. Ouais. Donc voilà, l'année dernière, j'avais pris Nadir. Et cette année, Donc là, elle fait genre, elle connaît des gens en fait. Là, ça, je vais dire en loose day que c'est ouais, les je gens qui connais. me connaissent, c'est différent. Excuse-moi. On lose des... Donc, j'ai lu le livre donc, de Mabrouk. Et comme il dit, Ibrahim, ce qui est touchant, c'est cette mixité qui nous manque dans les quartiers. Bon, j'avoue que la fin m'a fait un peu mal au cœur. Mais bon, je vous en dis pas plus parce que l'idée, c'est quand même de le Pas lire. grave, tu viens de dégoûter tout le monde. Non, mais au fait, le mal est en fait, fait on de se toute reconnaît, façon. on reconnaît des histoires, du vécu et tout ça. Mais il me semble que t'as pas grandi dans une cité en plus. Si, complètement. Si. D'accord. Ok. Et toi, j'ai l'impression qu'avec toi, t'as toujours eu cette image de moi d'un type qui a grandi avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est assez fascinant. Ouais, Donc, ouais. moi, je pensais que c'était une histoire qu'il avait tirée de quoi je sais pas moi, d'histoire de D'un potes, de recueils. De ma vie dans le 6e arrondissement de Paris. Voilà, ouais. Non, c'est du vécu Mais personnel. c'est un peu ce qu'il disait dans l'interview. Bon, on spoil Si un tu peu avais parce écouté, que en ça fait, sort un peu. C'est qu'il s'inspire un peu, il y a un peu de son vécu à lui, de ce qu'il y a autour de lui aussi. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il ne nomme pas de banlieue, il n'y a pas de lieu. Mais voilà, chaque banlieusard, chaque personne qui a habité dans un quartier de banlieue, il s'identifiera forcément au quartier, à certaines habitudes. Par exemple, le vendeur de glace, il y a des petites choses comme ça. Moi, je suis pas d'accord avec In sur la fin. Justement, moi j'ai l'habitude de lire des auteurs qui, comme Marc Lévy, souvent dans ses romans, ça se finit bien à la fin. Et dans le roman dans Le Petit Malik, justement, Mabrouk, il laisse pas une fin qui soit bonne ou mauvaise. En gros, il laisse la porte ouverte, quoi. Alors, excuse-moi, toi t'es un petit, d'accord? Donc moi j'ai du vécu, d'accord? Donc la fin, et ben ça m'a fait penser à une histoire personnelle, voilà. Personnelle, oui. Donc j'ai voilà. le droit de dire que Mais bien sûr, ça t'as m'a le droit, fait de la peine. mais c'est pas. Parce que t'as pas vécu ce que la fin de. La bref, parole à l'auteur. Voilà. Mabrouk. Battez-vous. Moi, je reste en dehors de tout ça. Pas venu là pour s'offrir, ok? Et en plus, je lui avais dit à Mabrouk, D'ailleurs, j'ai eu un coquin juste après. je lui ai dit, ouais, ça m'a quand même serré le cœur, quoi. Après, voilà, je pense qu'au niveau des livres, chacun a sa Voilà. perception Exactement. des choses par rapport à son Enfin, vécu personnel. Les livres peuvent charrier plusieurs types d'émotions. Et Ouais. donc, voilà, ça peut être aussi une émotion forte de revivre une émotion passée. Voilà. Alors, on parle justement de ce livre, Le Petit Malik, par rapport à la mixité sociale. Tu en as un peu parlé, Ibrahim, tout à l'heure. C'est deux amis à Malik, un qui est juif et un qui est chrétien. Voilà. C'est- Malik c'est qui est assez- rebeu, et qui est Malik qui est arabe. musulman. C'est assez symbolique, on va dire. 3 mecs. 3 mecs. Ouais, il y a un Renault aussi. Ouais. Et un René. Malik, C'est ce qui est- c'est ce que j'ai dit. Malik, en fait. Abdou et Salomon. Il Il faut faut m'écouter. m'écouter. Il faut m'écouter. Je suis la dérangeuse. Hein. Ouais, t'as la place. Ouais. Et donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui, en banlieue, voilà, de nos jours, est-ce que cette mixité sociale existe encore ou vous sentez quand même que, avec le contexte actuel, voilà, il y a quelques scissions, quelques clans. Comment vous le ressentez vous? Moi, personnellement, par rapport à ce qu'il y a dans le livre de Mabrouk, je trouve que c'est plus pareil, en fait. C'est quand on regarde, dans nos cas là, on est à la Muette, par exemple, quand on regarde dans les bâtiments, il n'y a que des Arabes et des Noirs, principalement. Ouais. Il y avait avant cette mixité, un peu dans les années 90, par là, mais à partir d'un certain moment, les gens se sont... Il y a beaucoup de gens qui sont partis, quoi. Que ce soit des... Zakaria, fais-toi plaisir. Donc, il y a des gens Fais-leur qui du sont goûter, partis. vas-y, fais-leur plaisir. Et je trouve qu'il y a moins de mixité maintenant, et ça c'est un problème. Enfin, c'est un problème, je sais pas c'est quoi la solution, mais c'est un problème qui n'arrange pas, Moi, je pense qu'il y a quand même un début d'explication.
Parce qu'en fait, plus on avance, plus le temps avance, en fait, plus forcément les gens, enfin, le niveau d'études des populations immigrées augmente. Et donc, au fur et à mesure, les populations, on va dire entre guillemets, les blanches traditionnelles, bah, elles partent parce que leur niveau d'études a augmenté. Donc, au final, il y a moins de blancs dans les banlieues, et plus de noirs et d'arabes qui justement sont venus, font augmenter leur niveau d'études, et au fur et à mesure, ce sera aussi. Eux aussi, ils partent, mais partout. Pardon? Et aussi, ils partent, parce que le niveau d'études, d'éducation de tout le monde évolue en même temps. Ouais, non, je pense Et du pas coup, je pense pas que c'est dû à ça, hein. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de Noirs et d'Arabes, on va dire, dans les quartiers, entre eux, que même les Blancs, directement, on dirait qu'ils flippent, tu vois. Donc, tu sais, c'est devenu trop communautaire, on va dire, entre guillemets. Donc, je pense pas que que ce soit en lien avec le niveau d'études. Parce que tu as des blancs aussi qui n'ont pas un niveau d'études élevé et pourtant ils s'en vont, donc ça n'a absolument rien à voir, hein. Moi, j'aimerais bien avoir un Ouais, avis de Maroc, là-dessus. Je pense que c'est un long processus historique parce que faut voir que les banlieues au départ ont été construites comme des progrès magnifiques par rapport à ce qu'il y avait avant. Il faut savoir que dans les années 50, 60, jusqu'à même la fin des années 70, il y avait des bidonvilles en France, à Nanterre en particulier, Nanterre, très célèbre bidonville de Nanterre, et que les premières familles qui s'installent dans ces immenses ensembles sont très contentes. Il y a des grandes pubs là-dessus, la fonctionnalité de ces logements et patati patata. Mais il se trouve que les politiques d'accompagnement urbaine n'ont pas été tellement pensées. On n'a pas pensé le mélange, et même s'il a existé au début, de toute façon, après, avec la détérioration des lieux de vie, les gens qui ont eu les moyens, malgré tout, sont partis, et laissant ceux, et c'est aussi un problème social, quoi. C'est ceux qui n'avaient pas les moyens entre eux, et ce qui a détruit la mixité sociale et aussi la mixité des communautés. Donc c'est un problème qui remonte à très très loin et qui est aussi le problème d'un abandon de la société vis-à-vis de populations qui était la cinquième roue du carrosse. Après, moi, je pense que les médias et les politiques aussi ont joué un rôle dans cette disparition, dans cette dispersion de la mixité. C'est Kerry James ou Youssoupha qui le dit, il me semble, c'est que la France ne reconnaît pas les communautés, mais elle les traite comme telles. C'est-à-dire qu'indirectement, on vise des communautés, mais on dit que voilà, il n'y a pas de communautarisme en France, on interdit le communautarisme. Mais il y a des communautés, d'asiatiques, de noirs, d'arabes, tout ça, c'est des trucs qui existent, mais c'est des trucs qui sont aussi véhiculés par les messages des médias aussi. Alors, est-ce que pour casser justement ce phénomène-là, est-ce qu'on devrait casser ce système de communauté justement? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société est de plus en plus communautaire, dans le sens où on se replie de plus en plus sur ses origines, en fait, et on n'a plus de communauté, on va dire, au sens large, la communauté banlieusarde, comme on disait à une certaine époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cet état d'esprit-là n'est plus. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ce constat-là, et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que pour mieux traiter un problème, il faut le reconnaître. Aux États-Unis, en Angleterre, on reconnaît les ethnies dans l'identité des personnes. En France, non, on ne peut pas le reconnaître pour pas dire que c'est communautariste, etc. Mais pour moi, pour encadrer les problèmes qui sont liés à ça, il faut déjà le reconnaître et pour pouvoir mieux le traiter. C'est-à-dire, par exemple, celui qui va choisir où les demandeurs de logement vont aller, il va choisir en fonction des communautés. Et comme ça, après, il pourra mieux faire un mélange. Donc toi, sur ces critères-là, justement. C'est difficile parce que quand on a vu qu'il y avait des lois SRU, par exemple, pour la mixité sociale, qui est 20% de logements sociaux par ville, a été complètement détournée par des maires qui ont préféré payer des taxes plutôt que de respecter la loi. Donc, c'est très difficile de changer les choses quand les acteurs, les décideurs ne veulent pas les changer. Donc il y a des discours, on veut changer les choses, mais dans les actes, politiquement, rien n'est fait. Ce ne sont que des paroles en l'air. Après, pour répondre à ta dernière question, est-ce que le fait de se replier en communauté pour s'organiser, c'est une mauvaise chose? Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'à partir du moment où on stigmatise une certaine partie de la population, qu'elle soit noire,
musulmane ou homosexuelle, les gens ils vont se regrouper entre eux pour essayer de s'organiser. Ouais. Mais le fait qu'ils se regroupent entre eux pour s'organiser, c'est pas forcément mauvais. C'est surtout pour avoir une certaine puissance, une visibilité, une certaine force pour être reconnu et pour être traité pareil que tout le monde. Aux États-Unis, on l'a vu avec Martin Luther King, Malcolm X, voilà, avec la lutte pour les droits des Afro-Américains. Voilà, c'est quelque chose qui a marché, il y a encore beaucoup de travail là aujourd'hui, mais c'est normal. C'est normal, quand on se sent à l'écart, on se met avec les siens pour prendre de la force, pour essayer de revenir. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez, vous qui nous suivez sur Urban Street Reporter par rapport à ce thème de la mixité sociale. Et deuxième thème maintenant, on va rester dans tout ce qui est international un petit peu, mais au niveau plus politique. Là. Voilà, on va dire, pas que, parce que il y a un film qui est sorti au mois d'avril qui s'appelle Bienvenue au Gondwana, donc un film de Maman. Donc Maman de Kenny Mori, c'est un comédien de Canal+. Donc il a fait ce film-là avec Go. Pour ceux qui regardaient C'est ma famille, donc voilà, il y avait beaucoup de personnages de la série ivoirienne dedans. Donc j'ai bien aimé ce film parce que au-delà du côté un peu comédie, ils ont essayé d'aborder des thèmes qui sont importants quand même. Parce que dans le film, ils ont essayé de recréer donc un pays imaginaire qui s'appelle le Gondwana. Ils ont essayé de mettre tous les petits trucs des pays africains, le président un peu dictateur qui est là depuis des années, la population qui souffre, etc. Donc ils ont recréé cet imaginaire-là. Et dans le film, ils essaient d'aborder des questions sérieuses quand même. Moi, parmi les questions, celle qui m'a marqué, c'est celle de la communauté internationale qui vient, entre guillemets, pour surveiller les élections au Gondwana. Et dans le film, à plusieurs reprises, Go et certains personnages, ils se posent des questions. C'est qui la communauté internationale en fait? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est le G20? Est-ce que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU? Est-ce que c'est les États-Unis? Parce qu'on entend souvent ça, mais on ne sait pas c'est qui en fait. C'est un terme abstrait pour le grand public. On utilise à tout va, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Ouais. Et tu as des éléments de réponse à nous donner? Je ne sais pas, j'aimerais d'abord vous demander, selon vous, c'est quoi la communauté internationale? L'ensemble des institutions et des pays qui vont représenter quelqu'un au niveau diplomatique, pour moi. C'est-à-dire tous les pays qui possèdent un diplomate et les instances supranationales comme l'UE, etc. Définition claire, concrète, concise, mais... Zacharia, c'est Wikipédia. Exactement. Quand je disais que c'était notre tête pensante, voilà, je ne parlais pas... voilà. Mabrouk, toi, la communauté internationale, elle représente quoi pour toi? Enfin, qu'est-ce que c'est? Je vais taper sur Wikipédia. L'ensemble des pays. Voilà. Non, mais après, il y a probablement des communautés internationales. Alors, tu as cité beaucoup de ces instances et finalement auxquelles on fait appel en fonction des problèmes. Si c'est des problèmes régionaux, on fera appel plutôt à des instances régionales. Il y a aussi la communauté internationale. On pense immédiatement à l'ONU, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs instances à l'ONU. Hein. Les membres permanents, il y a aussi le Conseil de sécurité, il y a tout le Conseil. Voilà, ce sont des communautés qui pas tout pareil que voilà, exactement. Mais aujourd'hui, on peut se poser un petit peu la question de son utilité, parce que dès qu'il y a une situation politique compliquée, ou même quand il y a une guerre, on évoque souvent l'intervention de la communauté internationale. Alors, est-ce que cette communauté internationale, est-ce qu'elle est vraiment efficace? C'est ce que je trouve paradoxal, en fait. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé de la situation du Yémen. Il faut savoir qu'au Yémen, donc l'Arabie Saoudite a formé une coalition, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui, selon moi, ferait partie de la communauté internationale. Mais comment on va dire à la communauté internationale d'agir si elle-même, si ses membres même attaquent, provoquent des guerres? Par contre, excuse-moi, mais quand tu fais ça, pour moi, c'est une guerre. Quand tu fais ça. T'aimes pas les guillemets avec les mains? Je déteste ça. Si il m'a agressé là, c'était la minute in. Mais bon, vous m'avez compris, quoi. C'est un peu paradoxal. Ouais. Et puis concernant son utilité, aujourd'hui dans le monde, il y a plein de conflits ailleurs. Et la communauté internationale, elle va un peu où ça l'arrange en fait. On sait qu'il se passe un génocide au Congo depuis, il y a plus de 6 millions de morts. On sait qu'il s'est passé des trucs en Birmanie. Donc voilà, ils servent à quoi? Ils font quoi? Zacharia, tu trépignes là. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Moi, quand je parle de communauté internationale, j'aime beaucoup plus prendre l'exemple de l'ONU. Le problème, c'est que l'ONU n'a pas d'armée. Et pour ça, il faut une mobilisation de la communauté internationale. Ils ont une armée, mais il y a des conditions... Des casques bleus, tout ça. Voilà. Mais bonjour ensuite pour qu'un pays accepte de mettre de côté ses propres intérêts et privilégier une armée qui va aller contre son intérêt.
Ça, faut le savoir. Et ça, c'est tous les pays qui ne veulent pas d'une armée internationale, du coup. Et c'est tout le problème du communauté internationale. De toute façon, il y a des intérêts divergents à l'intérieur et il n'y a pas de communauté internationale qui serait objective. L'objectivité est un leurre. Il y a des intérêts qui sont défendus. Et on peut utiliser parfois, quand ça nous arrange, les instruments légaux. Et on a bien vu, l'histoire récente le prouve, quand on ne peut pas passer par les procédures légales, on les contourne et on invente soit un comité ad hoc, ou soit on y va illégalement en disant de toute façon nous sommes légitimes, voilà, on a fait la guerre en Irak comme c'est une question de puissance, du coup, c'est une question de puissance par rapport à là, je pense, là tu évoques les États-Unis. Quelque part, ça a toujours été. De toute façon, quand on voit le poids de chacun des pays dans les instances internationales, on voit une répartition des puissances. On voit par exemple aussi qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de l'ONU, ce sont eux les plus puissants au monde, de toute façon. Donc, il faut regarder aussi ceux qui financent ces institutions pour voir où se situe le véritable pouvoir. Donc l'objectivité est un leurre, et penser que parce qu'il y a un groupe de pays qui se décide à intervenir dans telle ou telle zone géographique, ce serait juste. Ça peut éventuellement l'être, mais ce n'est pas automatiquement le cas, et ce n'est jamais dénué d'intérêt personnel de toute façon. Et pour reprendre justement ce que Mabrouk Rachti a dit, mais comment tu veux mettre... Je peux dire Mabrouk tout court. Comment on peut espérer qu'il y ait une paix avec l'ONU quand l'ONU siège à New York? Ça, c'est un truc qui déjà est la question. De toute façon, l'ONU aujourd'hui, elle n'a pas vraiment de puissance. Combien de fois il y a eu des ils n'arrivent même pas à gérer. Combien de fois, par exemple, en 2011, la guerre en Irak, l'ONU s'était prononcée contre, pourtant les États-Unis l'ont fait. Ce que fait Israël concernant la Palestine, combien de fois l'ONU a condamné, mais il s'est passé quoi? Mais ça continue toujours. On est en 2003-2004, il me semble, avec le Kosovo, enfin dans le Kosovo, les Serbies, etc. Ils sont fait désarmer dans cette guerre, par exemple. Donc ils n'ont aucune puissance, quoi. C'est juste un sigle en fait. C'est plus les instances humanitaires qui, selon moi, sont utiles, parce que eux vraiment, ils interviennent dans les zones directement. Ils sont un peu plus utiles que tout le reste. Pas absolument aucune, mais quand les gens sont d'accord, finalement, ça valide l'accord, et ça donne une capacité d'intervention. Il y a malgré tout des forces d'interposition ici et là dans certaines zones géographiques plutôt chaudes, où des casques bleus sont là en mission de maintien de la paix. Alors après, on devrait clarifier les termes, et il y a des vérités en fonction des zones géographiques qui sont plus ou moins déguisées. Mais après, dire que ça n'a absolument aucun poids, enfin, je pense que ce serait exagéré. Penser qu'aujourd'hui que le poids est très amoindri, oui, clairement, parce que ça a été affaibli par les membres eux-mêmes. Quand les États-Unis font des guerres illégales, voilà, ça affaiblit le poids de l'institution. Après, toute la difficulté pour une communauté internationale d'intervenir, c'est qu'on lui opposera de toute façon à un moment ou à un autre une forme de pourquoi cette ingérence, en fait. Donc c'est jusqu'où où commence le devoir d'ingérence, quand il y a par exemple un génocide, et où commence l'interférence finalement aussi, parce que voilà, on pourra toujours dire que c'est une forme de néo-interventionnisme colonial. Enfin, c'est très compliqué. Ce sont des questions de toute façon totalement très complexes. Ibrahim, un dernier mot pour conclure. C'est compliqué, comme il a dit Mabrouk, mais bon, je pense que la solution ne pourra venir que des populations. Et encore, les populations, il faut qu'ils soient tous ensemble, tous d'accord, pour pouvoir se soulever contre les puissances. Mais bon, on est encore loin de tout ça, je pense. Dites-nous, vous qui nous suivez comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir ce que vous pensez du rôle, en tout cas, de cette communauté internationale. Tu mets les guillemets. Voilà. Et là, tu les places bien, les guillemets. En fait. C'est pas la guerre, mais c'était communauté internationale. Pour terminer, comme d'habitude, quelques informations qui m'ont marqué cette semaine. On parlait de la communauté internationale, je l'ai dit en début, il y a le G20.
Oui, Zakaria. Ça parle de foot, ça m'a marre. Hein. J'ai pas parlé de foot là. Lui, je parle elle a de- commencé à parler de foot. je parle de G20 là pour l'instant. 3, Voilà. Ah oui. Je peux dire mes trucs ou c'est comment là? Il y a le G20 qui se déroule actuellement en Allemagne, voilà, et notamment une rencontre que tout le monde attend, Trump et Poutine. Donc on verra un peu comment ça va se passer. Politique nationale, retour du jour de carence dans la fonction publique. Alors, est-ce que Ça, vous j'ai savez- rien compris à ça. Ouais, bon, petite explication, j'ai pris des notes parce que même moi c'était pas bien clair. Alors c'était une mesure qui avait déjà été appliquée entre 2012 et 2014, votée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle visait à lutter contre l'absentéisme et à réduire les inégalités dans le secteur public donc. Et du coup ce jour de carence, même moi c'est pas très clair pour moi aussi. Mais en gros pour vous expliquer, le jour de carence en fait c'est un jour d'indemnisation en moins en cas de non-présence au boulot. Voilà. D'accord. Si sais je que veux c'est- synthétiser tout ça. Tout ce que je sais, c'est que Sarkozy l'avait mis en place. Hollande, quand il est arrivé, il l'avait enlevé. Et Ouais. le fait que Macron il arrive, il le remette. C'est un peu. Bah, c'est une mesure qu'on pourrait citer droite, de droite. on va dire, Voilà. Avec un Premier ministre de droite, de toute Bah, façon. forcément. Économiquement, C'est- de droite. Ça, c'est un autre débat. Issu d'un parti politique qui s'appelle les Républicains, donc qui est politiquement de droite. Avec un ancien ministre de gauche. Bref, Un ancien on, ministre de on gauche. continuera votre débat, Édouard Philippe, après l'émission. Et bon, j'étais obligé d'en parler un petit C'est peu. la casette, hein, c'est le nerf. La casette, allez, ils font leur discussion. Là, c'est un bon flash, ils en ont rien à faire. La casette, plus gros transfert d'Arsenal, 53 millions 53. d'euros. Et plus grosse vente de Lyon. De Lyon, ça fait des pepettes. Hein. Donc 43 Voilà, millions d'euros pour Tolisso, Tolisso. on en a d'ailleurs. parlé. Ouais. 53 millions, là on est à 100 millions. Là, Donc là là, on a de quoi, c'est- ça, de quoi C'est rien ramener par des- rapport à Monaco. Monaco Oui. vend tous leurs joueurs au minimum 50 millions. Pas tous. Pas tous. Presque tous. Il y en a Ouais. qui le vendent 45 millions. C'est vrai. C'est vrai. Depuis 2 ans seulement, 2-3 ans seulement. Ouais. Donc, En tout cas, la casette, nouveau Gunners, donc on verra si on va suivre ça de près. il pourra succéder à un certain Thierry Henry. Parce que c'est. Voilà. On pense tout de suite à Je lui. pense pas, non. On Il ne verra. pourra pas atteindre le niveau de Thierry. Je vous demande de vous arrêter. On verra. On est marre d'entendre parler de foot. Ah bah écoute, Madame Ouais. Madame Ayadi, Voilà, c'est il la m'a fatigue. oublié. C'est la J'avais fatigue. prédit. Ça fait partie de l'actualité, tu vois. Il faut informer les gens. On peut sur parler tout. de déco un peu, d'art. Vas-y, c'est je sais passé pas. quoi, Ouais, c'est passé quoi dans l'actualité Ouais, en je sais déco? pas. Il y a Eh quoi ben, d'actualité le week-end dernier, on était à Marseille, par exemple. Oh, on en parle pas. Tu peux en parler. là, vas-y. Donc, c'était le Maroc qui était à l'honneur et donc c'était au festival des Livres et des Stars. Et Donc en fait là, elle fait juste bah dire non, que je voilà, sais elle pas, va dans on des parle endroits un à- peu Ah, On a juste compliqués. de dire qu'elle était à Marseille. Voilà, Voilà. n'importe quoi. Donc voilà, on y était, faut en parler quand même. non Bah, voilà, tu l'as fait, tu viens de le faire. On parle jamais d'art. Non, mais développe, hein, pour le coup. Bah voilà, c'était des Qu'est-ce qui s'est passé des stars entre guillemets qui venaient présenter leur bouquin. Pourquoi t'étais pas là toi d'ailleurs? Parce que peut-être que c'est pas encore une star. Bah, si, c'est une Parce star. qu'en fait, là, c'était qu'une élite qui était là-bas quand tu regardes. C'était la crème de la- En fait, c'était le show business. C'était le show business. C'est une star au Japon. Ah, tu oui, sais. il fallait avoir un chapeau pour y aller. Voilà, donc moi j'avais mon J'étais- chapeau j'étais pas comme outillé. d'hab. Voilà. Vous savez que je suis comment ça s'appelle déjà? De Fontenay. Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay de Oui. la Tu te street. compares à- Ah, Bah oui, moi je suis du ghetto. Ouais. Ok, Du d'accord. ghetto, donc voilà. Et donc on y était. Miss Et Oujda. donc. Non, j'avais été élue Miss Tunisie, par contre pour de vrai. De quoi? T'as été quoi? Élue Miss Tunisie dans un truc, dans un hôtel des bains. Donc ça, c'est les anecdotes. Hein, Demande à Nadir, Nadir était avec moi en Tunisie et tout. Bref, anyway. Donc voilà. On a compris qu'elle était à Marseille. ok. Non, mais on s'en fiche de Mais Marseille. là, tu nous fais. C'était La réputation des Marseillais n'est pas usurpée. On s'en fout de Ça Marseille. raconte des C'était moi, histoires. je parle hein. du Non, Maroc, c'est pas là. vrai. On s'en fout pas de Je Marseille. parle du D'ailleurs, Maroc. si vous nous écoutez, les Marseillais, on vous embrasse. Non, mais les N'écoutez pas Marseillais, ce que dit franchement, moi j'ai Inde. kiffé quand je suis Mais, partie là-bas. Paris est vraiment. magique quand même. Hein. Ouais, mais par contre, PSG quand même si je m'en fous du foot, mais voilà quoi, on Et est puis, loyal, quand tu tu vois. supportes Ici, quoi. c'est pareil. Bah, juste par loyauté quoi. Ouais, excuse-moi. Bah oui. Pardon. Enfin, bref. Bref, l'actualité déco sinon. Bah, Vas-y, non, y a j'ai pas dit de- artistique, voilà. Et samedi dernier, on était à Bibliothèque, on a rencontré Lassana Batili. Batili. Ouais. Franchement, top. Mais vraiment, un mec plein Alors, de est-ce que tu peux sagesse. nous rappeler qui est Lassana Batili? Lassana Batili, c'est le jeune homme qui a secouru, entre guillemets, donc, Sans guillemets, sans guillemets. Ouais. Sans guillemets. donc des gens qui étaient à l'hypercachère, quoi.
Donc Ouais. voilà. Donc il a sorti un livre qui s'appelle Je ne suis pas un héros. Voilà, Voilà. d'ailleurs, on va le recevoir, on l'a invité donc, à venir à Urban Street Reporter. Il est venu à Sarcelles, donc sachant qu'il y avait un jeune de Sarcelles qui est décédé là-bas, Johan hyper Cohen. cachère, voilà, qui travaillait là-bas et il s'entendait hyper bien. Donc C'était un avec, ami à lui. ouais, c'est un ami à lui. Et du coup, la Sana, il est venu à Sarcelles pour parler de son bouquin chez Bibliothèque. Et franchement, on a vraiment été touchés par sa démarche. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que quand il est venu parler, en fait, il n'a pas mis l'accent sur l'hypercachère. Parce que Ouais. les grands médias, ils parlaient que de ça, le héros de l'hypercachère. Nous, ce qui nous intéressait, en fait, ce qui intéressait Bibliothèque, c'est ceux qui Ouais. étaient là, c'est le parcours de Lansana Bathily. Exactement. Ouais. Son parcours au Mali, en France, comment il s'est intégré, etc. Et on a fini par ce qui s'est passé et comment il a vécu ça après, quoi. Et franchement, Et c'était- d'ailleurs, il nous a donné c'est une cool. bonne leçon de vivre ensemble, parce qu'on a parlé beaucoup de vivre ensemble. Il nous disait que son patron, d'hypercachère, il l'autorisait tout le temps à faire ses prières et tout ça, donc de prendre une pause pour faire ses prières et tout ça. Donc voilà, c'est une belle leçon De vivre ensemble. de vivre ensemble, exactement. Et de communautarisme aussi. Non, parce que l'autre, c'était un juif, l'autre, c'était un musulman. Après, ce qu'on retient, nous, c'est que Lansana Bathily, on s'en fiche de qui il est, musulman, ou que ceux qui sont décédés, c'était des Français Des de humains, confession juive. Pour nous, c'est des humains avant tout. Donc Lansana Bathily, pour moi, c'est un humain avant tout. Et je veux pas qu'on le définisse en étant musulman, quoi. C'est pas ça. Bah oui. Exactement, on l'attend très prochainement, Ouais. la On t'attend, Sana Lansana. Bathily, chez Urban Street Reporter. Merci Inde, tu nous as fait une... Voilà, t'as Bah, fait c'était le plus petit- cool que le foot, Là, quand même. c'était une vraie info, là. Ah, Ouais. C'était plus cool. Ah, parce que Marseille, c'était pas une vraie Bah, info. Marseille, on s'en fout de Marseille, il y avait que des stars là-bas, on s'en fout des stars. Ibrahim, il n'est pas très show business. Nous, ce qui Ça, nous jamais, intéresse, parce qu'il est pas venu. Là, Sana Bathily, c'est une vraie star. Merci. Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai, ouais. Voilà. Mais il est jaloux parce qu'il est pas venu avec toi à Marseille. Moi, je voulais pas venir. En tout cas, c'est la fin de cette édition de l'œil du SR. Merci beaucoup, Mabrouk, d'être venu. Merci En plus, à pour tous. cette dernière, ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci à tout le monde Merci, autour de la de table. rien. Tu veux parler de la photo, c'est Bah, ça je voulais, parce qu'en fait, si Oui. on a mis ce tableau, c'était un petit clin d'œil par rapport à ce que fait Mabrouk, parce que ce tableau s'appelle Transmission. Donc, c'est un peu ce qu'il fait à travers les ateliers d'écriture. Et c'était un petit clin d'œil par C'est rapport ce à que ça. je fais. C'est ce que tu fais. Vous êtes vraiment pelou, quoi. C'est très 6e arrondissement quand même de faire Ah, Non, mais ça raconte depuis Ah, peu, un il se prend pour un celui miskin. qui passe à la télé, quoi. je passe sur Facebook, moi. Je tenais à remercier pour cette dernière tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, Force depuis et honneur. depuis le lancement même de l'œil du SR. C'était On a meilleur, pas c'était mal eu de retours et ça nous fait extrêmement plaisir. Sachez que on va essayer de travailler dur pour vous donner encore plus, voilà, et de À la vous rentrée. offrir des émissions de qualité, voilà. Ce qui veut dire que jusque-là, tu ne travaillais pas dur, il n'y avait pas des Si on travaille, mais tu sais, il faut toujours viser plus haut, il faut avoir plus Ah attention. ouais, après on Donc, apprend chaque voilà. jour, on n'est pas. Donc, C'était une exactement. blague, c'était une blague. Ouais, Grand il pas est mal, allé sous grand ses pas petits mal. un petit peu. D'accord. Non, c'est parfait, j'en suis le premier témoin. Vous faites un travail formidable. Merci beaucoup, Mabrouk. Merci Mabrouk Rajdi. Merci beaucoup. Et donc, et donc voilà, on se donne rendez-vous la saison prochaine avec plein de nouveautés et pas mal de choses qui arrivent. De nouveaux invités. De nouveaux Ah oui, en fait, invités, je tiens à dire que, de excuse-moi nouveautés. de te couper, ouais. que Mabrouk, bientôt, il va écrire le livre La Petite Inde. Comme ça, tu seras obligé de le faire. Donc ça fait un moment qu'on en parle. Personne. Apparemment, il n'est pas très chaud. Je tiens à remarquer que j'ai fait l'une des blagues les plus pourries de l'histoire de l'humanité. Nouveauté. Oh, il faut savoir que Mabrouk il fait beaucoup de blagues sur Voilà. Facebook. Donc pour ceux qui veulent voir ça, il faut aller sur. C'est tout. Zachary, tu vas bien, tu vas bien Moi, répondre inscrire sur avec Facebook, Mabrouk, comme ça, parce vous allez que regarder je tout pense ça. qu'il y a un beau battle entre Bien nous. sûr, bien sûr. Il y a un beau battle. Moi, je viens de me déshonorer en public. C'est ça. Allez, pour conclure cet œil du SR, on va chanter un petit peu le chant. On va chanter. Oui, on va chanter. Ajoutez-les pour évoquer nos réseaux sociaux. D'ailleurs, les réseaux sociaux qui vont s'afficher juste là. Pour l'occasion, Drito qui est derrière la caméra. Allez, viens, Drito. Attendez, qu'est-ce que ça Allez, Drito. On va chanter pour conclure cette saison. En Drito, beauté. un peu plus de motivation là. C'est comme. Ah, oui, là, bien là, sûr. là. Allez, 1, 2, 3. Ajoutez-les, ajoutez-les, Urban Street Reporter. Et la Ouais Champagne T'as oublié ton champagne avec les caisses. Allez, on vous souhaite une excellente journée. Passez de très bonnes vacances. À bientôt. Salut. À bientôt. Bitch black on my real niggas. Underground past the pavement.
Je fais le décompte ou pas? 9, 8. 1, 2, 3. C'est parti! Ah ouais, non, mais non, on va pas expliquer en fait. Il est comme ça. C'est parti. C'est ça.